Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au forum de discussion de la liberté qui a pour thème aujourd'hui se raconter pour exister. Je m'appelle Morgane Lemay et j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ce matin, et je vais avoir le plaisir de discuter avec vous, d'animer les tables rondes toute la journée avec nos experts, nos invités. Donc je suis ravie de mener ces discussions autour de la diversité qui est donc notre grand thème du forum aujourd'hui. Vous êtes ici au Forum de la Liberté. La Liberté, on est un journal au Manitoba depuis 1913. Et bien que le journal, ce format papier, soit le cœur de notre mission, de notre travail, depuis plusieurs années, on a diversifié nos contenus, nos formats, pour offrir encore plus, pour raconter encore plus d'histoires sous différentes formes. Et c'est pourquoi, par exemple, on a diffusé, produit notre premier balado qui s'appelle Autre Regard et qui est sorti en janvier dernier. Dans ce balado, on explore les diversités, au pluriel, parce qu'on parle de la diversité, mais il y a plein de formes. On parle des diversités en 10 épisodes. Et on a remarqué que dans ce projet, la diversité, c'était un très grand mot. Il y avait beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de choses à dire, et surtout qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des histoires à partager. Donc c'est un des deux projets qui sont à l'origine de ce forum. Et je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Ces deux projets, donc nous avons Autre Regard, notre balado, et il y a aussi Jeunes Chroniqueurs. Jeunes Chroniqueurs, si vous ne connaissez pas, c'est un atelier qui est aussi mené par la Liberté. On va dans les écoles et on rencontre des jeunes élèves de la division scolaire franco-manitobaine pour leur faire découvrir le milieu du journalisme, pour qu'ils puissent créer du contenu en français, que ce soit des articles, des chroniques, des balados, des vidéos. Et on a remarqué aussi que les thématiques abordées dans ces contenus sont très diverses. Les enjeux, les intérêts des jeunes francophones manitobains sont très riches et la diversité, c'est encore une thématique qui est au cœur de ces contenus, de ces intérêts. Alors c'est pourquoi on a voulu aujourd'hui rassembler ces deux projets qui sont tous les deux soutenus par Patrimoine canadien. On a voulu rassembler toutes les thématiques qui y sont abordées dans un forum de discussion avec la diversité, les diversités au cœur de ces rencontres pour se rassembler autour d'échanges riches, en tout cas on l'espère qu'ils seront très riches. Donc vous avez vu dans notre vidéo juste avant le programme de la journée. Sans rentrer dans tous les détails, je voudrais vous inviter à commencer à réfléchir à ce qu'on va aborder aujourd'hui. On a 4 tables rondes, vous pouvez voir ici à l'écran. La première, qui va commencer d'une minute à l'autre, c'est pourquoi il est important de raconter sa diversité et sa culture. Nous allons avoir le plaisir de rencontrer 5 experts qui ont été des intervenants dans notre balado Autre Regard, qui ont parlé de différentes formes de diversité. Et on va donc discuter avec eux, les laisser échanger autour de la diversité, mais surtout pourquoi c'est important de se raconter, pourquoi c'est important d'exprimer sa diversité. La deuxième table ronde donc, parlera du rôle des médias autour de la diversité. Quel est le rôle des médias dans la représentation de la culture et de la diversité? Nous aurons plusieurs acteurs et actrices du secteur des médias qui vont nous partager leur point de vue, comment les médias ont évolué autour de ces questions durant ces dernières années. On en saura un peu plus. Ce midi, vous allez avoir la chance d'avoir des présentations exclusives d'enseignants, enseignantes et d'élèves des écoles de la division scolaire franco-manitobaine qui vont nous présenter 2 très beaux projets. Et cet après-midi, on va continuer de parler de diversité, de culture francophone, de patrimoine francophone avec 2 tables rondes. La première, nous allons avoir encore des invités de notre balado Autre Regard qui là vont pouvoir, ils sont venus chacun et chacune parler individuellement dans nos balados. Et là, ça va être très intéressant de les laisser parler entre eux, partager leurs histoires, leurs témoignages, leur vécu autour, encore une fois, de la diversité ou plutôt des diversités, toujours au pluriel. Et donc, notre dernière table ronde, qui sera à 14h15, là, on va laisser la place à la jeunesse francophone. C'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui se passent aujourd'hui dans les écoles, parmi la jeunesse. Et donc, on va laisser la place à ces jeunes pour s'exprimer autour de la culture francophone. Comment on fait pour vivre sa culture francophone en tant que jeune franco-manitobain ou jeune franco-manitobaine aujourd'hui? Comment on fait pour parler de diversité, pour donner de la place? On va avoir beaucoup de belles idées, je pense, dans cette dernière table ronde. Donc voilà un petit peu le programme de la journée, beaucoup de choses. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec le générique de notre balado Autre Regard, puisque nous allons aborder la table ronde et avoir des experts qui ont été invités. Et je pense que ça va donner le ton un petit peu sur les thématiques de cette première table ronde. Et je vous retrouve tout de suite.
Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Ben, dans mon enfance à moi. Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Rebonjour à toutes et à tous. Alors, vous venez d'entendre le générique de notre balado Autre Regard. Je le rappelle, il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Vous avez 9 épisodes à écouter. Alors, ça fait du contenu. Vous pouvez les écouter n'importe quand. Et le 10e sortira la semaine prochaine. Le 10e et dernier. Donc, savourez bien ces épisodes. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos cinq invités pour cette première table ronde de la journée. Nous allons accueillir Lynn Chamberlain, qui est professeure retraitée. Elle est sociologue de formation. Elle a mis sur pied et dirigé pendant près d'une dizaine d'années la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches ont porté sur l'histoire des lesbiennes ainsi que sur les discriminations envers les personnes LGBTQ en milieu de travail, à l'école, dans les services sociaux et de santé. Elle-même s'identifie comme lesbienne et féministe. J'aimerais l'accueillir. Bonjour Lynn, merci d'être avec nous. Bonjour. Nous allons accueillir Sabine Choquet. Elle est anthropologue. Sabine Choquet enseigne à l'Université de Montréal. Elle est spécialiste du multiculturalisme et de la gestion de la diversité culturelle, linguistique et religieuse dans la perspective internationale comparée. Titulaire d'un doctorat de philosophie politique à la Sorbonne et à l'Université Laval, elle a ensuite réalisé une thèse d'habilitation à l'Université de Fribourg en Suisse. Elle est l'auteure de 2 ouvrages sur la diversité. Le premier, publié chez Classique Garnier en 2015, Identité nationale et multiculturalisme, 2 notions antagonistes. Le second a été publié en 2018 chez Manitoba, Unis par la diversité, ces pays forgés par leurs différences. Sabine Choquet, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Andréane Dufour-Bouchard est nutritionniste de formation et détentrice d'une maîtrise en nutrition. Depuis son arrivée chez Équilibre en 2009 comme chef de projet, elle a orchestré avec rigueur et enthousiasme des projets variés sur l'image corporelle, tels que des campagnes de sensibilisation à l'intention du grand public et des formations continues à l'intention des intervenants-intervenantes et des professionnels de la santé. Elle réalise également plusieurs mandats d'expertise au Québec et à l'international, en plus d'agir à titre de porte-parole de l'organisme. Andréane Dufour, merci beaucoup. Bonjour, ça fait plaisir. Merci. Sandrine Allion est professeure titulaire et enseigne la linguistique française au département d'études françaises, de langue et de littérature de l'Université de Saint-Boniface, ici à Winnipeg. Ses intérêts de recherche sont variés et ses travaux, qui s'appuient sur l'analyse de corpus, oraux ou écrits, portent notamment sur les variétés du français parlé au Canada, la didactique du français oral en contexte francophone minoritaire, les idéologies linguistiques en francophonie canadienne et la mémoire de la migration. Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous. Bonjour. Et nous accueillons Barthélémy Bolivar. Barthélémy Bolivar a enseigné dans plusieurs systèmes scolaires, dont ceux d'Haïti, des États-Unis d'Amérique et du Manitoba. Il dispose d'une maîtrise en éducation psychologie, d'un doctorat en didactique des sciences de l'Université du Manitoba et d'un MBA de l'Université Laval. Il a fait l'administration scolaire, publié des articles scientifiques en éducation et enseigné des cours à la faculté d'éducation de l'Université du Manitoba.
Il a depuis 3 ans travaillé comme conseiller pédagogique au sein de la division scolaire franco-manitobaine. Et par ailleurs, Barthélemy Bolivar est poète et vit à Winnipeg avec sa femme et ses 4 enfants. Bonjour Barthélemy, merci d'être avec nous. Bonjour Morgane, bonjour tout le monde. Merci. Bonjour. Alors, comme je le disais plus tôt, vous avez toutes et tous intervenu dans notre balado Autre regard qui porte sur la diversité, sur les diversités. Et donc, on s'est rendu compte, en échangeant ensemble, mais aussi en parlant avec tous nos intervenants, intervenantes qui ont raconté leurs histoires, leur vécu, que diversité, c'est un très grand mot. Et ça veut dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y a des définitions personnelles, officielles. Alors, c'est un grand terme, et comme c'est le terme de notre journée, on va en parler toute la journée, je pense que ce serait important et très intéressant de commencer par définir ce terme. Qu'est-ce que c'est en fait la diversité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous, avec vos différents champs d'expertise, vous avez des visions, des expériences et des définitions différentes. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça évoque pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et comme on parle de mots, peut-être que je vais d'abord me tourner vers Sandrine Allion, puisqu'on va parler de mots, ça touche à la linguistique qui est votre domaine. Sandrine, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, la diversité ou les diversités ? Alors moi, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, je me suis tournée vers un dictionnaire tout de suite, comme bonne linguiste. Et puis j'ai constaté en fait qu'il y avait 2 sens qui étaient un peu contradictoires, ou ça donnait une certaine ambivalence en fait au terme. Un sens ancien, vieilli, qui est plutôt négatif en fait, parce qu'il renvoie à des termes, un réseau en fait de synonymes comme opposition, discordance, disproportion, et puis un terme moderne, enfin un sens moderne, usuel, qui lui renvoie plutôt soit à des termes plutôt neutres ou encore voire positifs comme différence, variété, nuance, modulation. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de chercher un petit peu à définir d'abord d'une manière dictionnérique et puis aussi de réfléchir à cette ambivalence sémantique propre à ce terme. Et j'ai aussi fait le lien avec la tour de Babel, là encore avec ma formation, parce que la tour de Babel, c'est l'épisode biblique qui met en valeur justement la diversité linguistique, ou en tout cas qui associe cette diversité linguistique à une punition de Dieu, de l'ambition humaine de toucher les cieux et finalement de rivaliser avec la divinité, avec Dieu. Et du coup, c'est un symbole plutôt de chaos, d'incompréhension, de discorde. Donc, on retrouve le premier sens plutôt négatif. Et puis, dans des interprétations plus récentes, au XXe siècle, on a plutôt vu dans cet épisode-là une critique en fait de la langue unique, et donc aussi un risque que ça puisse mener au totalitarisme. Et donc, justement, au contraire, plutôt une valorisation de la diversité comme finalement on va dire un remède justement à cette unicité ou à cette homogénéité, uniformité. Je vais laisser les autres peut-être parler aussi de cette question-là. Oui, c'est très riche. Merci Sandrine. Je voyais que Sabine prenait des notes. Alors, je ne sais pas si ça vous a inspiré ce que Sandrine disait. Oui, en fait, ça me faisait rebondir sur mes thématiques, et ça rejoignait, parce que c'est vrai que la connotation positive associée au terme de diversité, elle est en fait assez récente. Dans la construction des États-nations européens, on a vraiment cherché durant tout le 18e, 19e à homogénéiser en fait les nations pour essayer d'avoir une culture, une langue nationale. Et à l'époque, je pense notamment à la France, où il y avait vraiment interdiction de parler les langues régionales. C'était considéré comme
comme quelque chose de tout à fait négatif. Et donc, c'est pour ça que ça faisait écho à ce que disait Sandrine, à aussi ce qui se passe au niveau historique et politique. Et finalement, le discours de valorisation de la diversité, même si on a l'impression que c'est quelque chose d'assez évident aujourd'hui avec l'avènement du mot biodiversité, etc., c'est en réalité quelque chose d'assez récent. Et on a considéré longtemps que la diversité, c'était un risque pour la création d'une cohésion. Alors, je trouve que ça me faisait penser à ça. Et on a beaucoup opposé, notamment la notion d'identité collective et puis le fait de respecter la diversité. Puis c'est encore assez présent dans certains pays de les opposer comme si c'était des polarités et qu'on ne pouvait pas concilier en fait la reconnaissance des diversités et le fait de créer du commun. Donc voilà, c'est ce que ça m'inspirait. Merci Sabine, je vois que c'est très riche et puis qu'il y a eu une évolution de cette vision de la diversité ou des diversités. Je sais que c'est un mot aussi qui est très important pour vous, Lynn, dans votre travail, dans votre carrière. Ça a été un peu, j'ai l'impression, un mot d'ordre. Qu'est-ce que pour vous ça veut dire diversité? En fait, l'expression diversité sexuelle et diversité de genre, c'est une expression qui est relativement récente et qui veut avancer, mettre de l'avant le fait qu'il y a des comportements sur le plan des sexualités, sur le plan de l'expression du genre, des comportements, des identités, des attirances sexuelles qui sont différentes de la norme, qui est la norme de l'hétérosexualité. Donc, au départ, on avait plutôt une affirmation de l'homosexualité par rapport à l'hétérosexualité, mais comme on s'est rendu compte que la diversité sexuelle, c'est-à-dire ce qui sortait de la norme hétérosexuelle, était riche, il y avait la bisexualité, il y a une pluralité d'identités, une pluralité de comportements sexuels. De plus en plus, on privilégie le terme diversité sexuelle pour parler de cette diversité. Cependant, il y a un usage avec lequel j'ai moi-même des réserves, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus l'expression personne de la diversité sexuelle ou personne issue de la diversité sexuelle. Et à ce moment-là, un des pièges, c'est qu'on se retrouve à nommer seulement ces personnes-là comme si c'était elles qui incarnaient la diversité sexuelle. Donc, on va comprendre, on va décoder, on va dire voici, ça va être une personne lesbienne, pansexuelle ou autre. Mais les personnes hétérosexuelles sont comme à part, elles demeurent la norme, la norme ne se qualifie pas, ne se nomme pas. Donc, elle est implicitement la norme, et puis il y a les autres qui sont différentes. Donc, d'après moi, c'est une expression qui renvoie encore à une certaine forme d'altérité, à la périphérie, à une certaine marge. Une autre difficulté avec ce terme aussi, c'est justement qu'il aplanit un peu l'idée que toutes les différences ne sont pas égales. Il y a quand même des comportements, des identités qui sont plus valorisées que d'autres. Alors, il y a des différences qui nous confinent à une certaine forme, à certains processus d'exclusion sociale. Donc, c'est un terme que j'aime et que je vais continuer de défendre, mais je pense qu'il faut aussi être conscient de ce que ce terme ne dit pas. Il faut l'explorer pour justement pour voir aussi ça. Exact, oui, c'est très intéressant. Et on espère qu'on va le faire, qu'on va pouvoir aujourd'hui l'explorer un peu de toutes les manières. On a encore du temps. Barthélémy, vous aussi, j'ai l'impression que pour vous, la diversité, c'est un mot qui est très présent dans votre travail. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Qu'est-ce que ça évoque et quelle est votre vision à vous de la diversité? Je vais d'abord commencer de manière un peu générique en touchant un peu ce qui a été dit dans le domaine que ce soit de la linguistique et puis du sociopolitique. C'est que normalement, dès qu'on commence à parler de diversité, surtout sous le joug qu'on le connaît aujourd'hui, c'est aussi de voir un mouvement parallèle par rapport à la standardisation à outrance de tout. Il y a un standard pour tout, il y a un ISO pour tout dans l'industrie, il y a quand même des schèmes de normalisation. Donc, on veut tout normaliser, tout catégoriser et puis ajouter, je comprends, dans certains programmes de gouvernement, ça fait bien parce que ça donne un numéro à tout, etc. Ça permet de gérer les choses, mais en même temps, il faut quand même retourner, pour moi, au naturel. Pour moi, la diversité, c'est ce qui est naturel.
Et si on commence à prendre ce qu'on appelle un certain mimétisme scientifique, on va voir normalement, et on a parlé tout à l'heure normalement de la biodiversité. Ce qui rend la nature forte, c'est sa biodiversité. Et je pense que c'est retourner au naturel. Et c'est une façon, moi je dirais, tout naturelle de gérer nos sociétés, de retourner à cette diversité-là. Maintenant, il faut aussi le comprendre parce que ce soit la diversité soit innommée ou nommée, c'est que cette diversité est présente parce qu'on n'est pas pareil, on est unique. Il n'y a pas deux personnes sur cette terre qui seraient comme semblables en tout. Donc, on est unique et le fait qu'on est unique, disons quand on va par exemple au niveau de l'éducation, ça fait une différence pour nous. Donc, nos apprenants sont uniques. Ils ont leur propre façon d'apprendre et on peut faire beaucoup de dommages si on ne tient pas compte de cette diversité-là. Si on essaie de tuer ou de taire c'est là qu'on peut avoir une grande conséquence. On n'est pas encore arrivé là, on est au niveau conceptuel surtout. On met la table, mais il faut aussi l'explorer parce que plus qu'un concept, cette diversité peut avoir des conséquences. Au niveau social, éducatif, économique, etc. Alors, je ne sais pas, j'essaie d'ouvrir la table pour autre chose. Oui. Mais j'ai l'impression, mais c'est très bien parce que j'ai l'impression qu'on ouvre beaucoup de portes et que c'est déjà un terme qui fait écho à de l'histoire, à de l'ambivalence. Là, on a parlé de nature. Il y a beaucoup de choses derrière ce mot et c'est intéressant. Là, on est là pour ouvrir les portes. Donc, allons-y, n'ayons pas peur. Andréane, vous aussi, diversité, c'est un mot qui est important dans votre travail. On parle notamment de la diversité corporelle. Alors, avec tout ce que vos collègues ont dit, qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, diversité? Ben, je rejoins beaucoup les éléments de positif, d'inclusivité, de standards qui devraient moins exister. Donc, pour nous, de nature, en fait, ça m'a bien rejoint aussi cet élément-là. Pour nous, dans le fond, la diversité corporelle, c'est de refléter la diversité qui est naturellement présente, finalement, dans la nature. Quand on regarde des plantes, des fleurs, des arbres, il n'y en a pas un pareil. On aime ça, on trouve ça beau. On veut, dans le fond, que le corps humain, ça soit la même chose. On sait qu'il y a une diversité de poids, de morphologie, de silhouette dans la nature. Donc, on voudrait que ça soit juste ça qui soit valorisé parce que finalement, c'est ça qui est vrai, qui est naturel. Et à vous entendre parler, moi, je pense qu'on devrait de plus en plus essayer de se dire que la diversité devrait être la norme finalement parce qu'il y en a tellement de diversité que c'est ce qui devrait devenir finalement la nouvelle norme. Donc, j'espère que nos discussions amèneront les gens graduellement à être d'accord avec cette idée-là. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait écho à plusieurs témoignages qu'il y avait dans le balado Autre Regard. On a entendu plusieurs fois que la diversité était partout. On parle là, on a parlé des élèves, que chaque élève est absolument unique. Il y a quelqu'un dans un épisode qui nous a dit chaque corps est absolument unique sur Terre. Donc, on parle de ça, que la diversité est partout. Pourtant, on l'a dit aussi, il y a peut-être certaines réserves, peut-être certains tabous. Et c'est pour ça qu'on veut parler aujourd'hui de l'importance. Pourquoi c'est important de raconter sa diversité, comme on l'a fait dans le balado par exemple, mais à chaque fois que quelqu'un prend la parole, on a ressenti que raconter son histoire, il y avait une sorte de message, il y avait quelque chose d'important de raconter sa diversité. Et on s'est demandé, alors c'est la première question que je voulais vous poser, enfin la deuxième question que je voulais vous poser après d'avoir défini le terme diversité, pourquoi c'est important de se raconter? Est-ce que c'est en se racontant, en parlant de notre diversité, que on se sent exister ou qu'on existe vraiment? En quoi s'exprimer en fait cette part de notre identité, ça peut changer quelque chose dans notre existence. Alors, je vais peut-être commencer avec Sabine. Est-ce que, pour vous, vous avez une réponse sur cette idée de c'est quoi l'importance de se raconter? Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'un individu? En fait, le fait de se raconter, déjà, je pense que c'est s'accepter, c'est aussi un rapport vis-à-vis de soi-même. On sait que beaucoup de gens ont du mal à raconter ou des personnes notamment qui ont des ancêtres autochtones renient en fait une partie du patrimoine. Puis il y a une tendance, on a parlé de la norme et je trouve que c'est un terme très important. Dès qu'on parle de diversité, on parle de normes et parfois on intègre si profondément les normes qu'en fait on n'arrive plus à parler de sa propre particularité parce qu'on a peur du jugement de l'autre et donc je pense que dans le terme raconter sa diversité, il y a aussi l'accepter,
se faire connaître, s'accepter soi-même, se connaître et aussi refuser le jugement de l'autre. En fait, c'est pas quelque chose d'anodin. Je pense que c'est difficile de raconter sa diversité. Ça implique déjà d'avoir fait un cheminement, d'avoir compris qu'il y avait des normes, que le jugement de l'autre n'est pas légitime. C'est accepter aussi peut-être de se faire juger, mais accepter de se dire moi, je suis ce que je suis. Donc, je pense que c'est beaucoup plus que se raconter. C'est vraiment le rapport entre soi-même et l'autre, le rapport à la société et aussi le courage, comme disait Foucault, le courage de dire la vérité, c'est vraiment ça. Et dire la vérité, c'est pas simple parce qu'il faut être capable aussi de savoir qu'il y a des formes de pression dans la société et que le fait de s'y conformer, c'est aussi en partie se nier. Et parfois, ils font tout un cheminement pour que les personnes commencent à accepter leur héritage et ne soient plus dans la conformité, on va dire. Oui, oui, puis il y a une part de défi, forcément. On a l'impression que se raconter, dit comme ça au premier abord, c'est juste parler, peut-être, c'est juste prendre un peu de place, mais en entendant en fait des récits, parfois on sent que c'est un geste fort, c'est un grand pas. Et ça peut probablement changer beaucoup de choses. Est-ce que, Lynn, ça vous parle? Je vous voyais... oui. Est-ce que ça vous parle, ce que Sabine vient d'évoquer? Oui, tout à fait, parce que on pourrait vraiment reprendre ces paroles pour parler du cheminement avant ce qu'on appelle souvent le coming out ou la divulgation de son identité de genre ou de son orientation sexuelle et qui est déjà précédé de tout un cheminement. Alors vraiment, ça décrit très bien le processus complexe, parfois rapide, mais souvent lent et en interaction avec nos proches, etc. Donc, je voudrais rajouter aussi que si on ne prend pas la parole soi-même, si on ne se dit pas, d'autres vont nous... Soit on va être invisible, relégué à l'invisibilité, ce qui est souvent le cas, notamment pour les femmes lesbiennes ou les femmes lesbiennes âgées dont je fais partie. On ne les voit pas dans les médias, on ne les voit pas dans les représentations publiques. Donc, soit d'un côté, on est relégué à l'invisibilité, et de l'autre, quand on parle de nous, c'est souvent de manière soit normative ou stéréotypée. Soit on a des experts qui vont dire qui on est, ou soit il y a des stéréotypes populaires qui sont reproduits. Donc, parler, c'est aussi dire non, ça ne correspond pas, ou peut-être ce petit bout-là, oui, mais en général, donc c'est une façon de faire, de questionner, de faire éclater, de changer les perceptions que les autres peuvent avoir de nous. Et dans ce sens-là, c'est important qu'il y ait toujours de multiples voix qui s'expriment pour pas non plus remplacer un stéréotype par un autre. Là. Je pense des fois, on disait souvent, bon, les plus classiques de ma génération, c'était les hommes gays sont efféminés. Donc là, on a dit non, ils ne le sont surtout pas, mais là, finalement, on engendre un autre stéréotype. Donc, il faut que les voix soient multiples. Tout à fait. Et qu'il y ait donc plusieurs personnes pour refléter, en fait, plusieurs discours, plusieurs histoires. Et j'imagine qu'on peut pas, surtout quand on parle là de diversité, mais mettre tout le monde dans le même panier, puisqu'il y a des histoires, des vécus différents. Différents, en effet. Oui. Est-ce que Andréane parlait aussi se raconter pour exister, donc raconter la diversité? On a parlé des corps. Est-ce que vous, je pense que chez Équilibre, vous parlez beaucoup, il y a la promotion, il y a des discussions autour de l'image corporelle. Pourquoi c'est important de prendre de la place ou d'en parler, selon vous? Bien, je pense que c'est important de façon transversale pour les mêmes enjeux, là, la peur du jugement, il faut essayer de briser ça, il faut briser les stéréotypes, les tabous, parler de diversité. Donc, plus on va en parler, il y a beaucoup de fausses croyances par rapport au poids aussi. Le poids, on a souvent l'impression que les gens ont plein contrôle, que c'est juste une question de volonté, qu'ils doivent, je mets des guillemets ici, là, mais se prendre en main pour finalement améliorer leur santé. Mais c'est tellement complexe, il y a tellement de déterminants, il y a tellement de fausses croyances qui existent. Donc, plus on en parle, plus ça va permettre de démystifier ces fausses croyances-là. Même au niveau de l'espace physique, souvent les personnes grosses vont avoir de la difficulté parfois avec du mobilier. Il n'y a pas toujours assez d'espace dans certaines chaises dans des cabinets de médecins ou au restaurant, quand on pense aux bancs d'avion. Donc, plus on va parler, plus on va comprendre cette diversité-là, plus on va pouvoir faire des environnements aussi qui vont être inclusifs, autant des environnements physiques que des environnements sociaux. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Moi, j'aurais envie d'ajouter aussi que c'est important d'en voir de la diversité de tous les genres, mais dans ce qui me concerne, là, de la diversité corporelle aussi.
parce qu'il y a tellement un modèle unique de beauté qui est encore très, très présent, même si on en parle plus de diversité corporelle, même si on en voit plus qu'avant, reste que la minceur est encore très surreprésentée et c'est un peu comme si notre œil s'habitue toujours à avoir une espèce de modèle très filiforme, très standard, encore là, dans une certaine norme. Donc, il faut faire changer de ça, il faut faire changer les choses aussi pour que notre œil s'habitue. Donc, finalement, je pense que ça serait les deux éléments là, d'en parler et d'en voir plus. Et on parlait aussi de la notion d'exister. Est-ce qu'on sent qu'on existe plus quand on parle de diversité corporelle? Ben, je pense que ça aide d'abord à s'accepter aussi. Mais par rapport à la question du poids, il y a beaucoup de gens qui vont attendre un peu de maigrir avant de se mettre à vivre, avant de voyager, avant de tomber en amour, avant d'aller magasiner des vêtements qu'ils aiment. Donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment d'essayer plutôt justement de s'accepter, de vivre et d'exister, peu importe notre poids, parce qu'en fait, ce qui fait de nous la personne qu'on est, c'est pas tant notre apparence, c'est beaucoup aussi ce qu'on est comme personne à l'intérieur, nos valeurs, tout ça. Donc, c'est important aussi d'essayer de changer la façon dont on valorise les gens, dont on se voit. Et je vois des images qui arrivent, là, dans le fond, quand je parlais tantôt de voir de la diversité corporelle, c'est pas toujours évident quand on est un média, entre autres, de représenter positivement la diversité corporelle, parce que sur les banques de photos qui existent en général, c'est des photos, encore une fois, assez stéréotypées dans tous les sens du terme. Donc, on a développé avec la photographe québécoise Julie Artachot une banque de photos qui présente positivement, sans stéréotypes, sans préjugés, la diversité corporelle, parce que quand on a envie justement de mieux la représenter, ben, on voulait proposer une alternative positive à utiliser là, comparativement aux banques de photos plus traditionnelles. Donc, voilà. Oui, tout à fait, oui. Mais oui, il y a des limites, j'imagine, au fait de se raconter, puis on va en parler juste après. Mais comme quand je vous entends, j'ai l'impression que se raconter pour se sentir, pour exister, ça part de soi, ça parle aussi de soi, mais j'ai l'impression que ça a un impact pour les autres aussi, pour que, comme un effet boule de neige, de voir des personnes qui ont peut-être des points communs, des identités similaires, se raconter, ça peut se faire, en fait, donner un sentiment d'exister à d'autres. Donc c'est vrai, c'est très important. Barthélémy Bolivar, pour vous, je sais qu'il y a plusieurs manières de se raconter, puis on va en parler après. Mais alors pourquoi, selon vous, c'est important? Est-ce que raconter sa diversité, parler de diversité, raconter ses histoires, ça a un impact que vous avez pu observer peut-être chez certaines personnes ou même chez vous? Bon, bien sûr, et puis je vais continuer dans la même lancée que Sabine, quand exactement elle parlait tout à l'heure de la normalisation des gens il y a cette pression de se conformer et parfois pour certaines diversités on ne peut pas se conformer, comme ma couleur de peau je peux rien faire avec. Donc et à un certain moment il faut l'assumer, il faut commencer par s'assumer et une fois qu'on arrive une fois qu'on s'assume, là il faut normalement pouvoir se dire, et c'est très important, on a vu dans certaines communautés aussi, les gens choisissent leurs propres mots. Par exemple, dans le mouvement LGBTQ+, etc., vous pouvez voir, il y a tout un vocabulaire qui se développe. Parce que comme Lynn l'a dit, si vous ne le faites pas, les gens vont le faire à votre place. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas assez de crédibilité pour parler de votre propre vécu. Il y en a que ceux qui vivent certaines choses qui peuvent normalement trouver les bons mots, les bons termes pour mettre dessus, pour contrôler ce qu'on appelle le narratif. Parce qu'il faut contrôler son histoire. Déjà, c'est assez important. Et puis, on a vu parfois qu'il y en a eu des fuites, parfois même dans certaines guerres. On dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent des histoires de guerre, etc. Donc, c'est important de s'approprier de cette histoire-là, de mettre les bons mots dessus. C'est pourquoi moi, je fais de la poésie, parce que je pense que j'ai cette liberté-là d'être moi-même, d'être unique dans ce que j'écris. D'ailleurs, et Buffon l'a bien dit, le style, c'est l'homme. Mais, et aussi, je dirais, ce lexique, cette diction aussi, les choix qu'on fait pour dire les choses, pour moi, c'est très important parce que c'est de l'authenticité qui est plus que nous, est amené à dire et vraiment ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train et les expériences qu'on a dans notre vécu, de ce qu'on a aimé ou ne pas aimé, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous fait du tort et de ce qui parfois nous opprime aussi. Alors, je pense que c'est un outil vraiment anti-oppressif, le fait de pouvoir se dire. Et ça doit commencer exactement et par les gens, et ça peut avoir toutes sortes de formes, mais le plus, c'est d'avoir cette autonomie de contrôler notre histoire.
parce que désormais, ce ne sont pas les autres qui doivent l'écrire à notre place, c'est nous qui devons être en mesure de parler de cette diversité. Et une fois qu'on en parle, il y a une authenticité, les gens peuvent le comprendre parce que ça vient de sources authentiques. Et puis, pour moi, là, ça fait toute une différence de donner une voix à chacun ou chacune pour parler, pour avoir cette diversité-là. Ouais. Ça nous fait, enfin moi ça me fait penser là à un monde idéal où justement vous parlez de se comprendre, alors d'avoir des discours et des récits authentiques, que chacun et chacune parle de soi, se raconte, puis peut-être que comme ça on peut un peu mieux se comprendre. Mais c'est vrai que comme vous l'avez dit, la pression de se conformer est bel et bien là, on l'observe, donc ça donne quand même son lot de défis, j'imagine. Et puis, oui, et pour terminer, je vais me référer à Georges Castrat, un grand poète haïtien qui parlait de la liberté de parole et la liberté de penser. La liberté de parole, c'est que oui, tout le monde parle. Donc, pourvu que vous disiez exactement ce que les autres ont envie d'entendre. Et la liberté de penser, où vraiment vous dites exactement ce qui se passe et de manière authentique, vous placez vos mots. Alors, parfois, on a cette liberté de parole, mais on n'a pas la liberté de penser. Oui, c'est vrai. Est-ce que, Sandrine, vous, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ce que vos collègues viennent de dire? C'est quoi pour vous l'importance des récits? Alors, il y a beaucoup de récits dans votre métier, je pense, dans votre carrière. Alors, l'importance de partager ces récits, de se raconter, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je pense, pour juste ajouter à ce que tout le monde a dit, là, je ne sais plus trop ce que je peux ajouter parce que je crois que tout le monde a abordé les questions importantes. Mais si je dois me référer à mon expérience par rapport à dire sa diversité linguistique, je vois que c'est important pour les étudiants d'abord de pouvoir s'exprimer et puis de la comprendre aussi. Alors, dans un premier temps, peut-être mettre l'accent sur le standard, la variété standard qui pèse sur nos représentations et sur nos pratiques et nos comportements linguistiques. Alors, en classe, dans un cours de linguistique, déjà, on va faire cet éveil à la compréhension aussi des mécanismes qu'on va développer face à ce standard pour essayer de s'y conformer. Encore une fois, alors on revient à l'idée de la norme, ici, la norme linguistique. Puis ensuite, de laisser la place, donc donner justement la place et la voix à toutes les possibilités de s'exprimer dans la langue. Et aussi dans toutes les langues, et puis peut-être revaloriser certaines perceptions qu'on a de langue. Je pense en particulier aux francophones qui viennent des pays d'Afrique, qui perçoivent souvent leur langue maternelle, si ce n'est pas le français, dans les pays d'Afrique francophone, comme des dialectes ou des sous-langues du fait de la pression coloniale. Alors, je pense que c'est important de comprendre les mécanismes de ces perceptions, et puis justement de donner des noms ou de revaloriser ou de donner un statut en fait à ces langues. Alors là encore, ça, je trouve que c'est important de le faire. Un autre point aussi qui me paraît important de pouvoir se raconter, c'est se reconnaître, on l'a dit, se reconnaître dans l'autre aussi, par rapport au même, partager des caractéristiques et donc avoir ce sentiment d'appartenance aussi à des groupes. À des groupes différents qui ont des caractéristiques propres, mais qui, du coup, partagent aussi une histoire commune. Il faut aussi peut-être penser qu'il y a toujours un risque aussi à peut-être être, on va dire, se sentir appartenir à une communauté, parce qu'il y a toujours un risque d'enfermement aussi. Alors, comment garder toujours cet esprit d'ouverture, en fait. Alors, travailler à la fois à l'appartenance, à la question d'appartenance et à la reconnaissance, mais aussi à garder l'ouverture à l'autre, parce qu'il y a toujours un risque aussi d'enfermement face à une communauté qui nous ressemble et avec laquelle on va se sentir bien, mais aussi qui risque de nous enfermer dans des patrons qui nous isolent, en fait, qui nous isolent des autres. Oui, bien sûr. Et vous avez parlé de cette importance de se comprendre. Donc, alors cette possibilité aussi de se comprendre entre nous. Je pense à Barthélemy qui disait juste avant, de se raconter, ça permet aussi de raconter des choses peut-être que l'autre peut entendre ou veut entendre, de raconter ce que l'autre veut entendre. Mais j'ai l'impression, puis vous allez me dire si je me trompe, que parfois, on est
on est face à des gens peut-être qui sont pas prêts à entendre, ou on a l'impression en tout cas que tous les discours, est-ce qu'ils ont assez de place, est-ce qu'il y a des défis à raconter ces histoires, cette diversité. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'on est prêt à tout entendre sur on peut se reconnaître, mais parfois se raconter, c'est exprimer sa différence. On l'a dit tout à l'heure, on est tous et toutes uniques, alors il y a forcément des différences, forcément des choses qui diffèrent. Est-ce qu'il y a des limites, donc est-ce qu'il y a encore des tabous à se raconter? Est-ce qu'il y a des gens qui se retiennent encore de se raconter? Alors je ne sais pas qui pourrait commencer avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça parle tout de suite? Oui, Lynn. Oui, en fait, ici, je vais faire référence aux études qu'on a fait sur le milieu de travail. Et ce qu'on constate, c'est que les personnes qui font un coming out en milieu de travail ne le font jamais, ce qu'on pourrait amener à penser à une déclaration ou un aveu de coming out en général. Ils profitent des conversations quotidiennes pour parler de leurs conjoints, pour parler de leurs enfants. Donc, c'est une façon parce que dans la mesure où leur style de vie, leur situation familiale, leur situation conjugale correspond, est similaire à celle d'une majorité de personnes hétérosexuelles, ils vont utiliser cette voie-là pour parler d'eux-mêmes et divulguer cette information. Alors, ça se comprend parce qu'on veut aller chercher le commun. Par exemple, parler des adolescents ou d'un truc comme ça qui fait que l'autre va se retrouver dans ce que je dis. Alors, c'est un comportement qu'on observe souvent et ça rend plus facile de divulguer qu'on a des enfants, qu'on a un conjoint, bref, que notre mode de vie correspond à celui d'une majorité, donc au mode de vie normatif. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas oublier non plus l'autre volet, c'est-à-dire que les personnes qui sont seules, les personnes qui n'ont pas d'enfants, les personnes qui correspondent moins à la norme en matière d'expression de genre et de sexualité, c'est toujours plus difficile pour ces personnes-là. Donc, le risque est toujours de reproduire la norme parce que les autres réalités se disent moins facilement, elles se partagent moins facilement. Aussi parce que des fois, il y a des milieux qui peuvent être moins réceptifs que d'autres. Donc, ces réalités-là vont être plus tabous, vont être plus cachées. Puis, on va penser qu'elles n'existent pas. On risque de les omettre, de ne pas les voir parce qu'elles sont trop en périphérie ou elles sont aux confins de trop de réalités difficiles à concilier. Je pense, par exemple, aux personnes qui vont maintenir une pratique religieuse, qu'elle soit catholique ou islamique ou musulmane ou autre, tout en ayant un vécu homosexuel. Donc, c'est des réalités qui nous semblent a priori incompatibles et on va penser que ça n'existe pas. Et si on rencontre quelqu'un, par exemple, de gay, on va mal comprendre que cette personne-là peut continuer de vivre au sein d'une église ou d'avoir une pratique religieuse, alors qu'il y a des personnes qui y arrivent. Donc, je pense que oui, il faut ouvrir les portes toujours un peu plus et souvent explorer la diversité à l'intérieur des diversités pour vraiment leur donner place. Tout à fait. Mais j'ai l'impression d'écouter aussi, parce que ce que vous mentionnez, c'est comme s'il y a des choses qui sont en fait ancrées, il y a un inconscient, des choses ancrées dans l'inconscient collectif et il faut donc ouvrir la porte et peut-être écouter pour changer ces choses-là. Mais des fois, on n'a pas forcément le contrôle, on grandit dans un certain format, une société, mais écouter, ça peut peut-être déjà permettre de changer ça. Oui, puis il ne s'agit pas de blâmer, certainement pas. Il s'agit d'écouter et il s'agit, moi, je crois beaucoup à la diversité aussi des supports pour les voix, c'est-à-dire de les faire connaître, mais que ce soit le cinéma, la littérature, le balado. Enfin, je pense qu'il faut s'adresser à une diversité de public et prendre une diversité de moyens parce que certains vont être plus sensibles à tel support, à telle manière de parler de soi. Bien sûr, ouais. Diversité de supports et de formats aussi. Oui. Est-ce que parmi vous, donc ça vous évoque quelque chose sur les limites de se raconter? Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à tout entendre? Est-ce qu'il y a encore des tabous? Oui, moi, ça me rappelait en fait quelque chose. Je me souviens que j'avais fait un groupe de parole
Et je m'étais rendu compte que, évidemment, il y a beaucoup de tabous, notamment quand les gens expriment leur souffrance ou leur vécu de discrimination. Je sais que dans un groupe que j'avais fait en France, il y avait 2 personnes, en fait, qui exprimaient justement pour des raisons de couleur de peau, justement, qui disaient: «Moi, j'ai toujours l'impression de me sentir discriminée parce que je suis née ici, mais on va toujours me demander: "Mais c'est quoi ton origine? D'où tu viens?" et cetera». Et elles exprimaient de manière très vraie leur ressenti. C'était le fait que ces questions-là, très insistantes, c'était un vécu de discrimination. Et j'avais été très surprise de voir la réaction très négative en fait des autres personnes qui écoutaient parce que ça les confrontait à elles-mêmes quelque part, ça les confrontait à l'obligation de se remettre en question parce qu'elles-mêmes en fait posaient ce type de questions. Et j'avais vu voir vraiment la réaction négative de personnes qui disaient oui, mais je comprends pas, demander d'où tu viens ou quelle est ton origine, c'est quelque chose de positif, c'est que je m'intéresse à toi. Et il y avait vraiment une confrontation. Elle voulait nier en fait l'expérience de l'autre. Alors, c'est pour montrer aussi que les tabous, oui, sont présents. Parfois, les gens ne veulent pas admettre que le fait de se faire entendre dire 10 ou 15 ou 20 fois dans la journée « Ah, mais ok, t'es de quelle nationalité? Ah non, mais avant d'être ça, t'étais quoi ?» C'est quelque chose de très normatif, puis ça renvoie une forme de souffrance parce qu'on renvoie l'idée que la personne est différente et puis on la somme quelque part de s'expliquer sur cette différence. Et c'est insupportable quand c'est répété. Et j'ai pu remarquer que c'était difficile pour les gens de l'entendre, d'entendre que de simples questions parfois véhiculent des stéréotypes et que ces stéréotypes-là, ils peuvent être mal vécus, ils peuvent être imposés. Alors, c'est ça. Quand je parle de tabou, je repense à ça parce que au début des groupes de discussion, tout le monde semblait très disposé à écouter l'expérience de l'autre. Mais dès lors que ça a confronté ça les obligeait à se remettre en cause, ils étaient beaucoup moins prêts à le comprendre. Bien sûr, oui, c'est très fort, oui. Et puis ça montre que même si l'intention, comme vous l'avez dit, de poser des questions, alors même si l'intention est bonne, on se dit en fait qu'elle est bonne, que c'est de la curiosité, je m'intéresse à toi, que en fait, écouter encore une fois l'autre et son ressenti, ça permet de remettre les choses en perspective et de se questionner et de se dire, même si mon intention est bonne, on ne fait pas exprès, mais c'est important d'écouter l'impact que ça a sur l'autre. Oui, Barthélémy. Bon, je voulais justement enchaîner par rapport à ce que Sabine vient de dire. C'est que normalement, quand on commence à se raconter, l'important, c'est que les gens aussi peuvent se raconter. Si je veux savoir d'où vous venez, moi, je vais dire exactement d'où je viens. Si je commence à parler de moi-même, à faire cette ouverture-là, donc de manière implicite, c'est que j'aimerais savoir aussi d'où vous venez, quelle est votre culture, origine, etc. Mais comme vous dites, ça ne peut pas être de manière agressive. Vous ne pouvez pas être dans un interrogatoire pour savoir d'où venez-vous. Et puis, je vais vous donner j'ai vécu 2 situations dans le domaine de la santé. Le premier, c'est j'étais chez un médecin, bien sûr, et puis j'ai compris, lui, il vient d'Afrique du Sud. Et il me demande, alors, mais d'où venez-vous? Non, c'était même pas ça. Est-ce que je suis Canadien? Et puis, ma réponse était, est-ce que ça a quelque chose à faire avec le soin que vous allez donner? Donc, j'étais très direct parce que je pensais que la question était un peu... Et puis, il n'y avait pas ce climat aussi. Et puis, juste avant d'entrer dans certaines questions assez sensibles, et pour que les gens se dévoilent, je pense qu'il faut créer cette atmosphère d'espace inclusif dont on vient de parler et un espace de confiance où on se fait confiance. Quand on se fait confiance, on peut parler de toutes les vraies affaires. Et puis, il n'y a pas cette arrière-pensée que vous êtes en train ou bien de faire de micro-invalidation ou bien micro-agression parce qu'il y a un espace inclusif. Donc pour moi, ça devrait se faire de manière tout naturelle. Savoir d'où quelqu'un vient, sa culture, etc. Par contre, et j'ai eu un autre fait positif quand, à la naissance de mon premier enfant, et puis le médecin dit, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous voulez faire, soit de votre culture, par rapport à la naissance d'un enfant? Pour moi, je pensais que ça tombait bien. C'était à propos, c'est venu à temps, et puis là, on lui dit, mais, etc., on n'a pas quelque chose. Et puis là, on nous a même trouvé quelqu'un qui parlait créole, une infirmière qui venait de la Martinique, même si c'est pas le créole haïtien. Mais au moins, donc, parce que ça, c'était clair. L'intention, c'était de supporter, de venir en aide, d'offrir un meilleur service
par rapport à des soins de santé au niveau de l'interculturel. Donc, alors, c'est pourquoi aussi il faut très bien nuancer. C'est pas parce que les gens ne veulent pas dire leur origine, ou bien c'est pas parce que les gens ne sont pas curieux ou ont une mauvaise intention, mais c'est dans la manière de le faire. Il faut être très droité dans la façon d'approcher les gens pour connaître leur identité, et puis il faut laisser le soin aux gens aussi de s'auto-identifier parfois. En tout cas, merci. Sandrine, Andréane, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez... Là, on a des exemples positifs, ça c'est des doux souvenirs, ça fait plaisir. Est-ce que pour vous, il y a encore des choses peut-être à changer, peut-être des tabous autour du fait de se raconter, des limites? Oui, ben on vit dans une société qui est encore malheureusement très grossophobe. Il y a beaucoup de préjugés à l'égard du poids. On associe facilement, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on mange, comment on bouge avec la volonté, la perte de poids. Et ces valeurs-là qui circulent quand même beaucoup dans la société sont même souvent internalisées par les personnes grosses qui vont croire des fois que c'est vrai, croire qu'elles méritent moins de promotion ou autre. Il y a beaucoup de discrimination aussi dans l'embauche, dans les milieux de travail, dans les promotions, dans le milieu de la santé. C'est très bien documenté aussi, malheureusement. Donc, je pense que de se poser la question, comment moi, en tant que personne, j'ai des préjugés, puis de se poser la question, c'est la première façon finalement de s'en sortir, puis de défaire ces fausses croyances-là et d'essayer d'éviter de les perpétuer, ces préjugés-là. Je pense que quand on est dans un domaine aussi, tu sais, des médias, de la publicité, on peut se demander quand on fait une intervention, une publicité, un article, est-ce que je suis en train de véhiculer certains stéréotypes? Est-ce que, par exemple, la personne grosse est toujours dans une situation où on voit pas sa tête, elle mange un hamburger, ça a l'air dénigrant? Est-ce que dans des films que je produis, il y a de la diversité corporelle ou c'est encore les stéréotypes de la personne mince va être l'amoureux, l'amoureuse, la personne grosse va être la rigolote ou la gloutonne. Donc, il y a tellement de petits préjugés comme ça, insidieux, dont on ne se rend pas compte. Je pense que ça vaut la peine vraiment de s'observer et d'essayer de faire changer les choses. Puis j'ai bien accroché aussi Barthélemy tout à l'heure quand vous parliez du vocabulaire à utiliser dans le domaine de la diversité corporelle. On peut, tu sais, des fois avoir l'impression de marcher un peu sur des œufs aussi. Ben, je pense que dans tous les genres de diversité, souvent, on veut dire les bons mots, on veut bien faire, on veut être inclusif. Des fois, ça fait qu'on ne sait plus exactement quel terme utiliser. Dans le domaine de la diversité corporelle, de plus en plus, le qualificatif gros est un terme que les militantes anti-grossophobie souhaitent se réapproprier, parce que justement, c'est un qualificatif descriptif, c'est un adjectif, en fait, on lui a donné une connotation négative éventuellement dans le temps, mais une grosse maison, une grosse auto, il n'y a rien de problématique là-dedans, tu sais, c'est au contraire souvent vu de façon positive, donc de se réapproprier certains termes, mais d'être évidemment inclusif, puis de sentir un peu comme j'aimais l'exemple de l'espace inclusif ou du moment du lien de confiance, parce que dans le fond, certaines personnes peuvent avoir vécu des situations difficiles, être mal à l'aise avec ce terme-là aussi, mais tout est dans l'approche, dans la façon. Puis on peut même demander à la personne, si on écrit un article, par exemple, sur l'obésité ou sur une personne grosse, on parle de son vécu, comment tu aimerais que je qualifie le terme, dans le fond, que je vais utiliser quand je parle de toi, s'il y a lieu de parler de ça, parce qu'encore là, tu sais, on met des fois l'accent sur quelque chose alors que l'article ou peu importe, parlera pas du tout du poids. Donc, je pense que les tabous, ben, c'est en prenant le temps de s'y intéresser qu'on va pouvoir les briser. Puis plus on va réussir à prendre conscience de nos propres préjugés, plus ça va aider finalement à ce que la société soit plus inclusive. Oui, bien sûr, oui. Puis j'ai l'impression que les tabous, parfois, on croit avoir un tabou en face de soi, et peut-être que juste dialoguer, poser des questions, comme vous l'avez dit, comme on fait aujourd'hui, on explore, c'est déjà le premier pas pour désamorcer ce tabou, pour le briser et pour ouvrir un peu le dialogue. Est-ce que, Sandrine, ça vous parle aussi, vous? Est-ce que vous voyez des tabous, des limites? Ah oui, bien sûr. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il reste des tabous et que briser les barrières, c'est un travail continu et perpétuel. Et aussi, même si on arrive à faire avancer les choses aussi, on est toujours face aussi à de nouveaux défis. Puis aussi, dans le temps, il peut y avoir... les situations sont mouvantes, donc... il faut être vigilant aussi. Moi, j'aimerais revenir sur deux points. Un point soulevé par Barthélemy sur la question de la confiance, de créer des espaces inclusifs. Et puis, je pense qu'il a aussi parlé de cette confiance qui doit être mutuelle, en fait. Une confiance de la part de celui qui peut-être se sentirait dévalorisé, stigmatisé, mais aussi la confiance de l'autre aussi, c'est-à-dire une confiance qui se construit, puis qui permet justement de construire cet espace inclusif où tout le monde
se trouve bien à sa place, en fait, tout simplement, et pas forcément non plus particularisé, parce que quand on est trop particularisé, justement, on met l'accent sur la différence, alors que finalement, on est tous ensemble, on devrait tous pouvoir vivre inclusivement, tous ensemble. Alors, j'ai aimé ce concept de confiance et puis d'ajouter cet adjectif mutuel qui doit permettre justement de créer un vrai espace inclusif. Et puis, Andréane a parlé de la volonté, ce qu'on va mettre derrière une personne qui a du poids. On dit, bah, elle n'a pas la volonté de vouloir le perdre, etc. Puis ça m'a fait penser aux appréciations négatives qu'on peut avoir de gens qui parlent avec différents accents, différentes aussi variétés de langues. Alors, je pense au franglais, par exemple, ici, qui est des variétés de mélange de langues où on dit bah, si on parle franglais, on est paresseux, on ne veut pas faire l'effort de bien parler, on parle mal. Alors, ça m'a évoqué cette question-là qui ressort encore aussi dans la question de la perception de l'autre, de cette idée qu'il y a une norme, qu'il faut encore une fois se conformer à cette norme et puis parler aussi, on parle de grossophobie. Et en linguistique, on parle de glottophobie. Alors, on voit encore qu'il y a des liens à faire par rapport à cette appréciation qu'on n'est pas capable encore d'arriver. Puis les tabous, évidemment, sont aussi liés à ça. En tout cas, je pense que j'ai voulu un peu aller chercher ces deux idées parce que je les trouvais, elles résonnaient pour moi. Oui, je vois ça. Je vois que c'est très intéressant comme parfois des aspects, ça se rejoint en fait sur des aspects complètement différents, que ce soit de l'identité de l'individu. Au final, il y a des préjugés. On peut avoir des préjugés sur beaucoup de choses. Puis si je résume un peu tout ce qu'on vient de dire, le pas, c'est donc de parler, de s'écouter, de faire confiance, d'avoir une confiance mutuelle, de continuer à se raconter en faisant attention aux mots, évidemment, qu'on utilise. Ça, c'est un premier pas. Et justement, pour peut-être finir, une dernière question rapide avant de passer aux questions du public. Pour pouvoir se raconter, pour continuer d'ouvrir le dialogue, de garder le dialogue vivant et de parler de diversité et de culture, parce que c'est important. Et je pense qu'une question intéressante, c'est le comment. Comment on fait ? On a parlé du balado. C'est une manière. Nous, on a donné tout simplement, j'ai envie de dire, un micro et on a laissé des personnes raconter leurs histoires. C'est une façon de le faire. Barthélémy a parlé de poésie. Est-ce que ça vous évoque est-ce que pour vous, il y a des moyens pertinents de se raconter ? Je laisse la parole à qui voudra bien commencer à répondre à cette question. Lynn, allez, commençons avec Lynn. Je le disais un peu tout à l'heure, je pense qu'il y aura... Et là, je me réfère aussi à ma propre expérience, c'est-à-dire que moi, je découvre, j'explore les différences beaucoup à travers le cinéma, à travers la littérature, je le fais aussi à travers mes recherches scientifiques, mais ce sont d'autres façons qui vont chercher davantage l'émotion, qui font appel à d'autres cordes, à du ressenti. Et là, ça dépend des gens. Peut-être que des gens vont le faire à travers la musique. Alors, moi, j'encourage, par exemple, à Montréal, il s'est développé un festival qui s'appelle Massimadi, dont le nom vient des termes créoles pour parler de si on veut, l'équivalent de gay et lesbienne. Mais ce festival s'est donné comme mission de diffuser des films, de faire entendre des voix, de monter des spectacles par des personnes qui sont à la fois racisées et qui appartiennent à ce qu'on appelle la diversité sexuelle et de genre. Et ça a commencé petit et ça s'est développé et ça rejoint différents publics. Et d'après moi, c'est extrêmement important d'avoir ce genre de truc. C'est sûr qu'il y a la recherche, je pense que dans la recherche scientifique, il faut avoir le souci des voix, il faut avoir le souci de la diversité des voix que l'on va aller entendre pour faire nos propres recherches. Mais pour le grand public, je pense que les formats doivent être plus accessibles. Il y a les représentations aussi, la télévision, c'est extrêmement important parce qu'on a pu observer que dès qu'il y avait des questions comme celle autant, là, il y a 20 ans, 30 ans, la reconnaissance des conjoints de même sexe, le mariage, tout ça. Et actuellement, on pourrait dire des identités
plus émergentes, comme trans ou non-binaires, c'est quand les médias s'en emparent que là, on s'aperçoit qu'il y a des déblocages au niveau du public, il y a un questionnement, il y a des questions, il y a des interrogations, il y a une curiosité. Et là, il faut répondre à ça. Donc, je pense que le rôle des médias est aussi très, très important. Bien sûr, oui, merci. Je pense qu'on va prendre une dernière réponse avant de passer aux questions-réponses du public parce que le temps défile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un comment? Oui, Sandrine? Je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Lynn, parce qu'en fait, moi, quand j'ai réfléchi au comment, j'ai tout de suite pensé à l'art et à la création. Je me suis dit que c'était la meilleure porte pour exprimer la diversité. Donc déjà, pour s'exprimer, pour en faire entendre sa voix, c'est un espace de liberté. On parle de licence poétique. Alors, il y a une certaine licence qui est donnée, un droit, en fait. Dans l'art, on a le droit. Et je pense que ça donne donc cette capacité ou cette possibilité de parler, d'ouvrir sa voix, une certaine acceptation, justement, qu'on puisse le faire dans ce contexte-là. Et aussi, ça crée un corpus, c'est-à-dire quelque chose qui va rester et vers lequel on va pouvoir se tourner pour constater la diversité. Alors, je pense que pour moi, la création et l'art, c'est central dans cette possibilité de dire sa diversité. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci. J'aimerais bien enchaîner. Oui, alors on va rajouter une réponse rapide, Barthélémy. Rapide. Oui, vas-y. Oui, mais c'est juste pour dire aussi, même dans l'art ou dans la littérature, il faut éviter aussi les canons et littéraire ou artistique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, là aussi, parce qu'en littérature, on a aussi des attentes, des conventions, et puis parfois ces conventions deviennent des normes, et ces normes aussi, on veut emboîter les gens, un genre d'enfermement dans des écoles, etc. Et puis, en éducation, nous, ce qu'on essaie de faire, surtout, c'est d'éclater les orthodoxies. Et par exemple, pourquoi pas avoir un examen oral en mathématiques? Pourquoi pas qu'un élève ne peut pas juste verbaliser la façon de résoudre un problème ou de faire une équation? Et donc, c'est là où on est. Il y a cette tension aussi du haut avec les normes, les standards, et il y a aussi des mouvements du bas où on veut faire bouger les choses. Alors, c'est là qu'on est dans cette tension-là et puis c'est un grand dynamisme, et puis on est très confiant que cela va avancer, surtout donner la chance et l'égalité des chances à tous nos élèves. Oui. On l'espère beaucoup. Et c'est, je pense, un message très important aujourd'hui, c'est que, oui, en effet, il y a encore des tabous, des limites dont on a parlé, mais il y a de multiples façons de comment se raconter. Alors, on espère que ceux et celles qui nous écoutent vont être encouragés à sauter le pas, à se raconter, utiliser l'art, la création, comme on a mentionné, pour véhiculer autant d'histoires que possible. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer aux questions. On a encore quelques minutes, donc on va passer aux questions du public. N'hésitez pas, ceux et celles qui nous regardent, dans la section des commentaires, à poser des questions, réagir à ce que vous venez d'entendre et poser des questions donc à nos intervenantes ici présents et présentes. Je vais commencer par une question que je vois d'ailleurs dans les commentaires. Comment les enseignants ou les enseignantes qui ne représentent pas visiblement la diversité, alors par exemple des membres de regroupements majoritaires, peuvent-ils ou peuvent-elles contribuer à faire avancer le dialogue sur la diversité au sein de nos systèmes scolaires? J'ai l'impression, justement, là on reste dans le système scolaire, c'est une grande question. Qui souhaiterait y répondre? Qui a une réponse à proposer? Oui, Andréane. Bien, je pense que c'est possible de promouvoir la diversité en n'étant pas soi-même issu d'une certaine diversité. On peut être un allié ou une alliée de toute forme de diversité, en fait. Donc, je pense que quand on prend conscience des enjeux reliés à toutes les formes de diversité, encore une fois pour la diversité corporelle, par exemple, quand on prend conscience des messages qu'on peut passer, quand on prend conscience du rôle de modèle qu'on joue aussi pour les jeunes autour de nous et qu'on essaie de s'informer, de se former auprès de bonnes sources crédibles aussi d'informations pour être capable d'être en mesure de transmettre les bons messages, je pense que c'est une bonne façon de faire aussi. On est des modèles, on peut même, là je sors un petit peu du rôle de l'école, mais on est des consommateurs aussi, on peut encourager des marques qui valorisent la diversité corporelle, on peut encourager des auteurs qui font des livres jeunesse sur la diversité corporelle, il y a toutes sortes de façons d'être des alliés, mais je pense que plus on va se poser des questions sur notre rôle de modèle et qu'on va prendre conscience à la fois quand on est un bon modèle ou un moins bon modèle pour essayer de faire transparaître le meilleur de soi, finalement, pour influencer positivement les jeunes, ça va être une façon d'être des bons alliés. Je pense que ça vaudrait la peine qu'il y ait beaucoup plus d'éducation aussi à l'école sur
toute l'ouverture à la diversité, parce que depuis tout à l'heure, quand on parle, il y a tellement d'éléments qui sont transversaux à chacune des diversités, tu sais, qu'on parle d'ouverture, d'acceptation, de climat de confiance, de briser les tabous. Donc, je pense que s'il y avait plus de cours de diversité, sur toute diversité confondue, ça commence tranquillement, mais ça aiderait aussi beaucoup à faire en sorte que la génération de demain va être plus sensibilisée. Je pense qu'elle l'est déjà, mais on a encore du travail à faire là, pour que tout le monde soit bien, pour une société plus inclusive. Bien sûr, oui. Sabine, oui, merci Andréane, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire, sans même orienter directement son enseignement sur la diversité, on peut aussi, c'est des manières de raconter ou d'enseigner, par exemple, donner de la place à des récits alternatifs, s'ouvrir à des autres formes de culture, parce que ça contribue à reproduire des stéréotypes, aller chercher justement des références de poètes d'autres cultures ou de... Je pense qu'il y a d'autres façons en fait que de parler de la diversité, mais c'est aussi de nourrir en fait ces enseignements avec des sources différentes et de montrer qu'il y a différentes formes de sagesse, d'humanisme. Par exemple, quand on parle des droits de l'homme, par exemple, c'est très important de revenir pareil vers la culture africaine, de montrer en fait que les textes dont on parle classiquement, il y en a eu plein d'autres en fait dans d'autres cultures qui ont pris d'autres formes. Et ça évite les stéréotypes, ça évite de dire non, les droits de l'homme ne sont pas français en fait, sont pas du tout issus en fait d'une culture en particulier, mais de vraiment se faire rejoindre. Et je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans, d'ouvrir les portes en fait de l'enseignement et d'aller chercher d'autres types de sources. Pour moi, c'est une autre manière d'ouvrir à la diversité qui parfois peut être plus forte que le simple fait de dire oui, il faut accepter ou voilà, c'est d'autres voies en fait, d'autres manières. Bien sûr. Alors justement, est-ce que l'école, donc l'espace de l'école ou de l'enseignement, ce serait le premier endroit, la première porte d'entrée pour éduquer et parler de diversité? Écoutez, comme l'UNESCO le dit, si la guerre commence dans les esprits, la paix aussi doit commencer par là. Et puis l'école joue sur le premier rang et surtout les expériences, je pense, dès les premières années de la vie, ça dit beaucoup sur les trajectoires de vie. Donc c'est important et d'où l'importance de l'école. Mais au-delà de cela, ce que je comprends, l'école doit créer ces espaces inclusifs-là. Et je pense que l'un des rôles de l'école aujourd'hui, c'est pas seulement le contenu, c'est le contenant. Le contenant aussi, c'est les environnements d'apprentissage. Il faut créer ces apprentissages et il faut les créer dans le respect de la diversité, dans le respect mutuel, dans la réciprocité, comme on parle beaucoup avec les perspectives autochtones. Et puis pour moi, il faut aller loin. Et par exemple, la dernière fois, on réfléchissait comment faire venir les gens. Et puis ça doit dépasser les connaissances livresques. On doit aller au-delà des livres. Il faut que, quand on parle de diversité, ça se vit. Et ça se vit à travers des expériences humaines marquantes. Donc, il faut faire entrer les gens, il faut visiter des lieux. Il faut que ces connaissances-là aussi aient un ancrage et je dirais concret. Et c'est là-dedans que ça va se vivre, ça va aller très loin pour décoloniser nos pratiques. C'est ça qu'il faut faire en fait, décoloniser nos pratiques pour comprendre que bien avant certains textes qu'on dit canon, droits de l'homme, etc., eh bien, des sociétés quand même ont toujours pu s'autoréguler. Donc, c'est là qu'il faut voir. Et quand on parle de cette culture, et puis c'est ça qui arrive, c'est qu'on a tous les mêmes besoins. Et la diversité culturelle fait en sorte qu'on arrive à satisfaire ces besoins de manière différente. Que ce soit de manger, de boire, d'éduquer, etc. Dans toutes les sociétés, on fait tout ça, mais on ne le fait pas de la même façon. Et c'est de respecter les autres manières de faire aussi. Pour aller plus loin. C'est ça que l'école doit faire aujourd'hui avec cette diversité-là. Bien sûr. Merci Barthélémy. Je vois qu'il y a une autre question qui a été posée. Ça rejoint un peu la première question dans le rôle des enseignants qui sont des membres de regroupements majoritaires. Dans le même sens, comment les personnes qui sont donc issues de ces groupes majoritaires, qui peuvent être parfois assimilées à ce qu'on imagine être une normalité, comment ces personnes peuvent appuyer les personnes qui sont plus proches de la diversité dans leur démarche de se raconter. Alors, c'est comment en fait on peut être des alliés, mais dans la démarche de se raconter. Est-ce que vous avez des moyens, des idées? Moi, je réagis juste sur issu de la normalité parce que justement, on a débuté pour l'importance
de penser la diversité par rapport à la norme. Cette manière-là, justement, de se situer dans la norme, c'est aussi une manière de se raconter. Parce que justement, moi, je ne pense pas qu'il y a des gens issus de la normalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des normes, puis ces normes, en fait, on réagit par rapport à elles. Soit on se sent sommé de s'y conformer, puis on essaye de se donner l'apparence de la normalité. Mais dans le fond, on est tous... je pense que ça traduit plus un rapport, en fait, à la société, puis à l'autre, qu'une réalité. Je pense qu'on est tous diverses, comme on l'avait dit. Donc, moi, c'était juste la réaction, j'allais dire, c'est peut-être que ces personnes-là, elles peuvent appuyer en sortant de leur propre normalité, c'est-à-dire en essayant de comprendre qu'elles ne sont pas la normalité. Et une fois qu'elles auront compris qu'elles ne sont pas la normalité, elles auront beaucoup plus de facilité à accepter qu'il y a de multiples manières d'exister, d'être, etc. Merci Sabine. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à ça? Sandrine, Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Sabine sur ce point-là. L'idée, c'est d'arriver à un décentrement, en fait. Et si justement, on se perçoit comme normal ou normatif, arriver à faire en sorte en fait, et surtout, il y a cette idée aussi on va dire, de majorité, de supériorité aussi qui est sous-jacente à ça. Donc, arriver à se mettre tous au même niveau et puis faire partie de cette diversité, qu'on soit majoritaire, normatif ou non. Donc, décentrer. Puis, dans la langue, c'est la même chose. Quand on parle du français standard, arriver à faire baisser ce standard au niveau des autres, ou à remonter les autres au niveau du standard, pour finalement montrer que tout est acceptable, tout doit être évidemment contextualisé, mais tout est acceptable et donc tout est au même niveau. C'est peut-être un projet de société qui prendra du temps. Ça paraît tout un travail et tout un chemin, mais je pense qu'on est en bonne voie de prendre ces voies pour justement ouvrir à cette société plus inclusive, tout simplement. Je pense que c'est intéressant aussi de penser, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le spectre normalité et non-normalité, là, effectivement, c'est mieux d'essayer d'être beaucoup plus inclusif, mais je pense qu'il y a aussi la notion de connaissance de la différence. Tu sais, des fois, il y a certaines différences qu'on veut qu'ils deviennent une norme, mais quand même qu'on connaît moins dans notre propre vécu, peu importe la diversité. Donc, je pense que c'est important quand on se rend compte qu'on a peut-être certains angles morts, même si on veut bien faire, de s'assurer d'aller s'informer ou de même consulter des gens qui proviennent de la thématique qu'on veut aborder, qu'on connaît moins. Donc, pour la diversité corporelle, quand on fait des projets, on s'assure d'avoir des personnes de différentes morphologies qui réfléchissent avec nous, qui valident certains contenus pour s'assurer qu'on n'a pas oublié certains angles morts dans notre réalité de personnes différentes. Tout le monde est différent. Plus on va consulter des gens différents sur différents projets, bien, plus on va s'assurer aussi d'avoir couvert un peu l'ensemble des enjeux, de s'assurer de ne pas transmettre de préjugés. Donc, je pense que ça peut être une autre bonne façon aussi d'être des alliés et de bien promouvoir la diversité, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup. Malheureusement, alors il est déjà 10h20, on a dépassé un petit peu notre temps de la table ronde, mais on pourrait continuer, je sais, pendant très longtemps. Il y a d'autres questions dans les commentaires. Je vous invite à rester en ligne. Peut-être que nos experts et expertes pourront rester et commenter et répondre à l'écrit. Partagez vos idées, vos questions. On est là pour en parler toute la journée. Merci vraiment infiniment à toutes et à tous d'avoir participé à cette première table ronde de la journée. Je vous invite à rester en ligne parce que ce n'est que la première de la journée et très bientôt, on va passer à la deuxième table ronde qui va parler du rôle des médias. N'hésitez pas à rester là, on est là pour prendre vos questions. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.